Bonjour Jean-Pierre Aubert. Nous sommes très heureux de votre venue dans l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Et vous avez une longue expérience dans le domaine de l'innovation en France, de la transformation, des mutations de différents grands secteurs. Et nous avons traité déjà de ce sujet dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur votre dernier rapport, le rapport Jean-Pierre Aubert, remis il y a quelques jours au Premier ministre. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement terminé, puisque vous me disiez que vous étiez en train de faire un tour des différents interlocuteurs, parties prenantes, susceptibles d'apporter un nouveau regard, et vous allez rendre un rapport augmenté, en quelque sorte, un rapport plus, au Premier ministre à nouveau à la rentrée. Donc on est en plein dans l'actualité. Premièrement, peut-être quelles sont les 3 idées clés de ce rapport et comment vous voyez l'impact et son développement, parce que je crois que c'est un domaine qui vous est très cher. C'est bien sûr les conclusions intellectuelles de ce rapport, mais aussi les actions concrètes qu'on va pouvoir engager derrière. Oui, vous avez raison. Moi, je suis d'abord, la gentillesse de le souligner, un homme qui a agi, donc accumulé de l'expérience, mais qui aussi a essayé de réfléchir sur cette expérience, non pas tout seul, bien sûr, mais avec des autres, d'autres personnes. Oui, le rapport Jean-Pierre Aubert, c'est en fait un travail qui a mobilisé d'autres personnes, et puis qui surtout a été l'occasion de beaucoup d'entretiens avec beaucoup d'interlocuteurs. Et d'ailleurs, je dois mon expérience à beaucoup de personnes, et je leur rends hommage indirectement. Mais donc c'est pas du tout, je cherche pas à faire une théorie personnelle. Et c'est pour ça que effectivement j'ai adopté un processus un peu particulier qui est d'élaborer un premier document qui a été remis, bien sûr, au cabinet du Premier ministre, mais qui est pour moi un moment d'un processus un peu plus large, qui est une confrontation. Pas la prétention d'avoir tout mis dans un texte, comme certains éventuellement le font. Et je prétends avoir mis un certain nombre de choses qui synthétisent le mieux possible l'expérience que je veux transmettre avec d'autres, mais qui doit être discutée, débattue et largement enrichie, augmentée, voire même éventuellement mis en cause partiellement, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc j'ai effectivement lancé depuis plusieurs mois un processus de discussion, de débat autour de ce texte qui a été diffusé auprès des uns et des autres et qu'on peut d'ailleurs consulter, hein, c'était ouvert. Mais ça va me permettre de passer à un autre stade, et notamment un stade, et je vais y revenir dans un instant, plus opérationnel. Moi, le but, c'est effectivement, c'est pas qu'on dise demain, il y a eu un texte intéressant, on va le lire, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on change les choses, donc qu'on agisse autrement. Voilà, c'était le but. Donc ça étant dit, quelles sont les idées principales? D'ailleurs, le titre du rapport, en tout cas le titre momentané du rapport, c'est « Mutations socio-économiques et territoire ». Donc déjà, le territoire apparaît, et je mets 2 points, les ressources de l'anticipation. Donc, alors, je vais résumer en quelques mots un peu la problématique et puis les quelques axes fondamentaux. La problématique d'abord. Bon, j'ai été désigné depuis 40 ans dans beaucoup de secteurs d'activité par différentes forces, mais notamment dans ces dernières années par les gouvernements successifs. Et j'ai toujours une formule en disant, on m'a désigné un peu comme pompier de service dans des crises, parce que finalement, dans beaucoup de cas, les transformations, en France en tout cas, aboutissent à des questions quand il est malheureusement souvent très tard. J'ai même souvent intitulé mon rôle comme le monsieur trop tard, désigné au moment où toutes les choses étaient déjà beaucoup jouées. Et malheureusement jouées, et c'est ça l'attitude fondamentale, jouées de façon
à retarder les choses. Et retarder, c'est souvent pas préparer. L'avenir, c'est se défendre justement d'une attitude plus positive. Et j'avais même utilisé une formule qui est la suivante, et qui est complètement un pléonasme d'une certaine mesure, c'est comment mettre du temps long dans des temps courts. C'est-à-dire qu'à travers ces transformations, ces restructurations d'entreprises, sidérurgie, défense, se jouent des facteurs de transformation beaucoup plus conséquents. Et malheureusement, pour les aborder, il faut du temps pour les aborder. Il faut d'abord du temps par anticipation, c'est-à-dire comment se préparer à des changements et comment les conduire. Et ça prend du temps. Le temps est une question tout à fait essentielle dans ces approches-là. Et prenons un exemple. Reconvertir un sidérurgiste dans une autre activité, ça prend du temps. Sinon, on le met dans des difficultés extrêmement grandes. Et on peut citer bien d'autres cas, je n'ai pas le temps de le faire là. Donc, attention, comment gérer le temps ? Anticipation. Et d'où l'idée fondamentale, c'est comment se mettre en état d'anticipation. Et j'ai une définition de l'anticipation qui est celle de dire c'est pas du tout la prévision, c'est pas la planification stratégique comme disait à l'époque, c'est se mettre en situation d'être apte à transformer des situations nouvelles en opportunités. Mais alors là, vous touchez un point très intéressant et qu'on a un peu étudié avec un de vos homonymes, Jean-Éric Aubert, c'est que finalement le système français ne s'y prête pas tellement parce que c'est un système très étatisé, c'est un système contrôlé par le haut, avec une dynamique extrêmement verticale des sachants vers ceux qui sont censés agir et ne pas savoir. Enfin, et donc, du coup, effectivement, ça oriente le pays vers une sorte de planification qui, quand elle n'existe pas, se transforme en chaos. Et effectivement, parler d'anticipation, c'est difficile dans ce contexte parce que, finalement, l'intelligentsia qui domine le pays, elle est aussi constamment débordée par sa propre incompréhension de l'actualité. Donc, on voit bien que là, la France est aujourd'hui un peu en échec. Enfin, est-ce que ça n'explique pas d'ailleurs l'échec de la France aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vais essayer de... Partant de cette idée du trop tard et de la nécessité de développer cette capacité que j'appelle l'innovation, bien sûr, je suis amené, et moi-même l'ayant connu, à critiquer nos modèles de pensée et nos modèles d'action, et notamment celle de l'État, mais pas exclusivement celle de l'État, celle aussi des entreprises et celle des institutions en général. C'est un réflexe plus généralisé. Mais je ne vais pas rentrer tellement dans cette critique, bien qu'on pourrait la développer. Mais plutôt les solutions. Exactement. Je voudrais mettre l'accent sur comment engager un mouvement différent. En tant que tel, j'ai un article qui pourrait être cité dans la bibliographie. J'ai appelé ça de la guerre des tranchées aux mutations créatrices. Oui, donc, ça illustre bien. Ça illustre assez bien mon propos. Alors, mais pour aller vite au cœur du sujet, et c'est pour ça que j'ai parlé des territoires, parce que je pense qu'il faut faire une sorte de révolution copernicienne et prendre les choses autrement. Alors, je passe sur la critique de l'avant pour essayer de me projeter dans l'après. Et je pense qu'il est temps de changer d'optique et notamment de voir les choses plus proches des acteurs et de façon à libérer le mieux possible les capacités d'initiative. Mais ça ne suffit pas de libérer les capacités d'initiative, il faut aussi libérer la faculté que les acteurs ont à coopérer pour sortir ces initiatives et pour profiter au maximum du potentiel de chacun. Et pour ça, il faut beaucoup de transversalité. Et c'est à ce titre-là que je suis intéressé par les territoires, pour à la fois la proximité qu'ils permettent d'envisager entre acteurs et faciliter l'apprentissage des coopérations, mais aussi par la faculté que le territoire donne à faire de la transversalité. C'est-à-dire de ne pas découper en rondelles l'économique, le social, l'action publique et autres choses. Recomposer. Parce que c'est, à mon avis, un ressort tout à fait essentiel pour utiliser le potentiel que nous avons dans notre pays.
Révéler donc, le le territoire est pour moi, c'est le premier élément, si vous voulez, oui. clé. Le territoire est pour moi la source, c'est pour ça que j'appelais les ressources de l'anticipation. Hein, est une ressource, mais en fait, j'en renvoie au facteur humain, qui peut progresser grâce à cette à la fois proximité et cette faculté transversale d'agir. Alors le territoire, c'est quel périmètre, justement? Pour Parce moi, que cette question du périmètre, on a parlé d'ailleurs dans l'Europe, de l'Europe des régions, vous voyez. On parle en se disant que peut-être les régions, c'est le bon maillage pour l'Europe, dans la mesure où les pays sont trop grands d'un certain côté pour s'occuper des gens et pas assez grands dans la mondialisation. Alors que la région, effectivement, les grandes régions, on voit bien qu'il y a des cohérences. Par exemple, quand on va à Copenhague, bon, là, on a une région. On pourrait dire que le Danemark, c'est quasiment une région, en fait. C'est un tout petit... Et Munich, c'est la région de la Bavière. Et là, on sent des cohérences très fortes et des cultures très particulières. Donc, que de différence entre la Bretagne et l'Alsace. Donc, au fond, vous parlez des régions, vous parlez de quel format, en fait? Alors, moi, je suis tout à fait intéressé par ce mouvement de décentralisation régionale partout, dans toute l'Europe, et je pense que c'est un facteur très important de réadaptation de l'ensemble de notre système. Mais je ne veux pas faire du tout une approche institutionnelle en la matière. En France, on aime bien faire des redécoupages territoriaux. Mais bon, c'est pas mon propos. Mon propos est d'essayer de trouver les bases de ce que j'appelle le mouvement organique des choses. C'est-à-dire la façon dont, dans cette mesure, les dynamiques vivantes, réelles se passent. Et c'est en ce sens que j'ai plutôt tendance à repérer ce que j'appelle des écosystèmes locaux. D'accord. Qui, bien sûr, ça interfère beaucoup avec les visions régionales des choses. Et je suis pas du tout. Je suis pour particulièrement réfléchir sur la façon dont les régions peuvent soutenir ces écosystèmes. Mais ces écosystèmes territoriaux me paraissent importants. Et qui existent avant même que je les mets en avant. Donc, c'est des situations organiques existantes qui peuvent, bien sûr, connaître des dynamiques plus lourd encore, mais qu'il faut d'abord repérer et observer. C'est le premier temps de l'affaire. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est en gros ce qu'on appelle quelquefois un bassin d'emploi, quelque chose en tout cas qui a un sens systémique, local, même si ça s'insère évidemment dans la... Mais une même région peut connaître, surtout si elles sont grandes, des écosystèmes multiples, qui ne sont pas exactement construits exactement sur les mêmes modèles. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a une volonté d'avoir une vision très différenciée du développement économique et social. Et dernier point sur lequel je voudrais dire, j'aborde ces écosystèmes, et il faut bien un angle de vue, bien sûr par leur caractère innovant et dynamique, mais par le biais de ce que j'appelle, au fond, l'entrée par les ressources humaines. Et je suis fidèle au vieil adage, qui est en fait le propos d'un économiste ancien, qui est « il n'est de richesse que d'hommes ». Et je pense que dans nos réalités modernes, c'était plus que vrai. C'est encore plus vrai que jamais. Mais alors, c'est-à-dire que vous partez de la richesse, c'est-à-dire des talents locaux. Par exemple, s'il y a des personnes qui sont très forts dans la parfumerie, vous partez de cette chose-là? Je parle bien sûr des talents des hommes, mais les talents sont très multiples. Et ça nous permet surtout d'interroger qu'est-ce que ça veut dire une dynamique d'emploi et d'activité. Il peut y avoir une dynamique d'activité sans une dynamique d'emploi. Donc ça veut dire qu'il faut repenser un petit peu la façon dont fonctionne la répartition, l'allocation des ressources sur le plan local, qui partagent les activités et l'emploi, qu'elles soient privées, publiques et autres, de façon à pouvoir permettre, considérer les choses dans toute leur ampleur. Et c'est en ce sens que je développe une théorie qui n'est pas de moi, mais sur les marchés transitionnels, une vision du marché du travail qui est beaucoup plus ample que celle qui est souvent prise en considération, qui est souvent cantonnée malheureusement au nombre de chômeurs, si vous voulez. On regarde les stocks, mais pas les flux très nombreux qui existent. Et ça veut dire qu'il faut du coup s'inventer un système de suivi de ces dynamiques en prenant la ressource humaine comme facteur essentiel par sa dynamique de la dynamique d'innovation ou de développement que peut connaître un écosystème. Merci beaucoup. C'est difficile de résumer tout ça.